Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo, c'est une revue de l'actualité data et IA ou l'interview d'un invité spécial. Je suis Vincent Huchling, je suis le cofondateur de ce podcast et mon métier, c'est d'accompagner mes clients pour imaginer, concevoir et implémenter les plateformes et outils data et IA qui changeront leur business. N'hésitez pas à me solliciter. Cet épisode a été enregistré de manière asynchrone, c'est-à-dire que nous n'étions pas tous réunis pour l'enregistrer, mais nous avons trouvé le moyen de vous concocter quand même quelques news pour que vous ne soyez pas 2 semaines sans aucune information de ce merveilleux monde de la data et de l'IA. Bonne écoute. Dans cet épisode, vous allez retrouver Paul qui passe le plus clair de son temps à dompter des modèles d'IA et de GenAI dans l'environnement Azure. Et de l'autre côté du micro, nous avons Jérôme, que je vais laisser se présenter. Je travaille pour Zinea comme Professional Services, donc en charge de tout ce qui est intégration du catalogue qui est Zinea, donc qui est un catalogue connecté avec vos systèmes d'information. Pour commencer, c'est le retour de l'apéro. Alors, l'apéro, c'est la rubrique des sujets inclassables qui vont augmenter votre culture générale et vous permettre de briller en société. Et aujourd'hui, Jérôme, tu vas nous parler de la fin du Z80 après 48 années de service. Donc je voulais vous parler d'un processeur un peu particulier dont la production va être arrêtée en ce moment, en juin 2024. C'est le Z80 de chez Zilog. C'est un processeur qui est assez mythique, qui est sorti en 1976, il y a 48 ans, qui a démarré, qui a marqué les débuts de la micro-informatique. Il a commencé dans les bandes d'arcade notamment. C'est lui qui a animé un certain nombre de matériels mythiques, comme en Europe on parlera du Amstrad CPC, des MSX un peu partout. Il est associé avec l'émergence de CP/M qui sera après cloné pour devenir le DOS. Il a aussi d'une certaine mesure motorisé la Game Boy parce que alors la Game Boy n'utilisait pas un Z80 mais un Sharp LR 35902, mais c'était un clone partiel du Z80. Et le Z80 a continué quand même sa carrière après. Il a eu un renouveau avec toute la série des calculatrices Texas Instruments. Donc Texas Instruments, qui a créé des processeurs pendant longtemps, prenait du Zilog pour ses calculatrices, les TI 80, la collection des TI 80 dans les années 90. Le Z80, c'était un clone du 8080 d'Intel par les auteurs en fait, ceux qui avaient travaillé sur le 8080 ont quitté Intel parce que à l'époque Intel ne croyait pas au processeur pour le calcul. Ils avaient construit le 8080 essentiellement pour pouvoir vendre de la mémoire à cette époque-là. Le processeur est sorti à tarif de $200 de l'époque, ce qui représentait 1127$ actuels. Et actuellement, il se vend encore à un peu moins de $10. Donc une sacrée longévité. Voilà, qui se termine aujourd'hui. Petit fait amusant, le premier client de Zilog, c'est NEC qui a acheté 2 exemplaires en cash en débarquant dans leur garage alors qu'ils étaient en train d'emballer les produits. NEC derrière avait l'idée de faire un clone. À cette époque-là, les Japonais copiaient beaucoup. Le clone est effectivement sorti, ceci dit, il est sorti assez tardivement parce que Fagin et Shima ont introduit des pièges, ils se doutaient que ça arriverait, ils ont introduit des pièges dans le processeur. Il y avait des transistors ou des morceaux de circuits qui ne servaient à rien que à piéger
la rétro-ingénierie, et ils ont fait perdre plusieurs mois comme ça à NEC, qui leur a permis de s'imposer sur le marché. Voilà. Et ils ont eu aussi une politique de licence qui à l'époque était assez courante. D'ailleurs, c'est pourquoi AMD peut faire du clone Intel. C'est parce qu'à cette époque-là, pour le fabricant d'un processeur, pour que son processeur soit acheté, que les gens aient confiance en lui, en petit producteur, en fait, il fallait qu'il y ait une deuxième entreprise qui produise le même produit, entre autres entreprises qui pourraient pallier en cas de défaillance en fait du vendeur initial. Voilà, la production se termine. Ceci dit, les instructions existent encore parce qu'il y a un autre modèle qui est plus récent, qui est le IZ80, qui en fait n'a pas la même forme, qui a une forme plus moderne, plus carrée, avec des pattes sur les quatre bords et pas le circuit assez simple qu'on pouvait utiliser facilement sur les breadboards avec 2 rangées de pattes seulement. Voilà, c'est une petite page d'histoire qui se termine, donc je voulais vous en faire part. Merci Jérôme. Jamais j'aurais imaginé que ce processeur soit encore en production. 48 années après, c'est quand même extraordinaire. On peut nous parler d'obsolescence programmée, tout ce qu'on veut, mais là, ça bat tous les records en termes de longévité. Paul, à ton tour maintenant de nous parler. Tu vas nous parler de nouveautés chez Microsoft. Et on commence par une évolution tarifaire qui est pas anodine, qui va permettre de bien aider ceux qui font du fine-tuning de modèles. On va tout d'abord parler de fine-tuning, qui est un sujet toujours un peu délicat parce qu'on hésite à se lancer et on a raison sans doute d'hésiter à aller fine-tuner, en parler des modèles extrêmement gros comme ceux que peut mettre à disposition OpenAI. Et s'il y avait encore une raison encore plus forte d'hésiter jusqu'à présent, c'était le prix de ces fine-tuning, puisqu'il en était facturé à l'heure d'entraînement. Donc on lançait en fait finalement un entraînement de modèles avec un dataset d'entraînement. Alors juste pour revenir sur ce dataset, il faut le formaliser, alors souvent dans un format JSON-L, donc une ligne de fichier au format JSON qui contient un prompt et sa complétion. Et donc on le fait dans une optique soit d'aller augmenter les connaissances sur un domaine spécifique du modèle, soit de le spécialiser dans une tâche. On pourrait imaginer par exemple être en capacité de résumer certains types de documents avec des spécificités propres à ce qui est attendu en termes d'éléments résumés. Bon, mais en tout cas, voilà, il faut un scénario précis pour aller vers le fine-tuning. Il faut un dataset conséquent. On est sur des ordres de grandeur de milliers de lignes ici d'exemples qui vont permettre au modèle de s'améliorer, on l'espère, et c'est ça quand même la plus grande difficulté, c'est qu'on n'a pas la garantie qu'à la fin de l'entraînement, on ait quelque chose d'efficace. Et encore pour avoir quelque chose d'efficace, encore faut-il savoir l'évaluer, donc avoir positionné dès le départ finalement les bonnes métriques d'évaluation, une stratégie qui aurait montré qu'on arrivait aux limites, soit d'un modèle de fondation, soit d'une stratégie de RAG dans le cas de figure où on veut élargir les connaissances d'un modèle. Donc jusqu'à présent, chez Microsoft, avec Azure OpenAI, on en était à facturer à l'heure d'entraînement sans trop savoir combien d'heures ça allait prendre ni quel résultat on allait avoir. Le pricing change, on passe maintenant à un pricing par token ou par milliers de tokens et donc on a la capacité maintenant de déjà faire un prédictif du coût de funding puisqu'on va connaître, on est en capacité sur le dataset d'entraînement de mesurer, d'évaluer le nombre de tokens que celui-ci contient, et donc on sait combien de temps pas combien de temps pardon, mais combien d'argent va coûter ce fine-tuning, et on ne sait toujours pas combien de temps ça va durer, ni quel sera le résultat a priori. Mais en tout cas on peut se lancer maintenant avec sans doute un petit peu moins de crainte sur l'aspect financier. Ouais, merci Paul. C'est certain que ces nouvelles vont sûrement lever un certain nombre de barrières et puis permettre d'aborder ce genre de truc un peu plus sereinement, plutôt que de faire le grand saut dans l'inconnu et de pas savoir combien allait coûter l'opération. Pour continuer, tu vas nous parler de la possibilité d'utiliser un cache lorsque l'on utilise les API d'OpenAI au sein d'Azure.
on va s'intéresser ici à un scénario qui est celui des chatbots. Donc chatbot ici, version LLM. Et dans ces chatbots, ce qui a tout de suite renforcé finalement la qualité de l'expérience par rapport aux anciens chatbots, c'est cette notion de mémoire, cette notion de capacité à se souvenir des échanges précédents. Et là, on va aller plutôt vers l'idée de se souvenir de la réponse quand c'est exactement la même question qui a été posée. Donc principalement, vraisemblablement, par un autre utilisateur. Mais l'idée ici, c'est de se dispenser d'un appel à l'API, donc d'aller réinterroger le bot, voire réinterroger derrière l'architecture RAG qui est sous-jacente. Et donc on va positionner un mécanisme de cache, donc quelque chose qui est finalement assez classique en termes d'architecture, autour de ce type de scénario, mais on a maintenant une brique qui va permettre de le faire assez simplement, c'est Azure Redis Cache. Donc on va pouvoir paramétrer pour avoir cette capacité à aller conserver des historiques questions-réponses. Et donc comment on fait pour finalement se dire tiens, on a une question similaire à celles qui ont été posées, et à nouveau on fait de la recherche vectorielle, on fait du sémantique, mais ce sémantique nous dispense d'aller interroger l'API. Donc c'est comme si on faisait une sorte de mini RAG avec une base qui est celle des questions-réponses assez récentes. Si on trouve une question qui ressemble à la nouvelle question posée, on va pouvoir donner la réponse initiale sans avoir besoin de faire un appel API. Pour continuer, Jérôme, tu as un site un peu particulier à nous présenter qui est une grosse mine d'informations pour ceux qui cherchent à comprendre un petit peu quels sont les bons modèles d'interaction quand on utilise des moteurs d'AI. Je vais vous présenter un site qui s'appelle Shape of AI, et c'est un site, un tout petit site. Il n'y a pas beaucoup de contenu, mais c'est du contenu très très riche et puis il est très très bien fait. Le but, en fait, c'est de réfléchir, c'est plus à la destination de tout ce qui est UX, UI, et il présente en fait les nouveaux modèles d'interaction avec l'intelligence artificielle. Donc, en fait, le site présente les différents use cases et autres avec des fiches détaillées, et c'est classé par catégorie aussi. Donc il y a des catégories d'identification. L'idée, c'est quelles sont les couleurs, les iconographies, les nommages qui vont permettre facilement d'identifier les fonctionnalités qui sont liées à l'IA. L'idée, c'est que dans les interfaces, quand on intègre l'IA, il faut que les utilisateurs sachent qu'ils ont affaire à l'IA. Déjà parce que c'est vendeur, mais aussi parce que c'est sain de savoir qu'on a une interaction par un système qui est à base d'IA, avec tous les avantages et tous les travers que ça peut avoir. Il y a après un certain nombre de trucs et astuces sur comment aider à comprendre l'utilisation des IA qui est proposée. Donc c'est différents éléments que vous allez mettre dans votre interface qui vont vous permettre de faire comprendre à l'utilisateur comment fonctionne l'IA qui est proposée, puisque il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et ça va permettre effectivement ça va faciliter, surtout si les gens sont un peu alignés sur ces pratiques-là, de faciliter la prise en main. Ensuite, il y a les prompts. En fait, c'est plutôt les façons d'interroger l'IA. Donc, il y a la façon OpenChat classique, celle qui a été mise en place par ChatGPT, mais il y a pas mal d'autres systèmes, notamment le remplissage automatique assisté. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA va pas répondre à un prompt, mais va vous aider à remplir un formulaire ou un élément, et va vous assister pour ça. Donc c'est plusieurs façons d'interroger. Et enfin, il y a l'affinage. Comment raffiner le prompt, comment améliorer les résultats. En fait, l'idée, c'est de permettre le retour, permettre en fait d'itérer, puisque souvent c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on obtient une première proposition et on va affiner avec un nouveau prompt ou avec un autre élément qui va permettre à l'IA de faire une deuxième proposition qui sera plus proche du résultat attendu.
Et après, il y a les indicateurs de confiance. En fait, c'est les éléments qu'on va présenter à l'utilisateur pour pouvoir contrôler le résultat, pour pouvoir avoir une bonne idée de la confiance qu'il peut avoir dans ce résultat, puisqu'on sait que souvent l'intelligence artificielle, elle est à prendre avec circonspection, c'est-à-dire que les résultats sont souvent intéressants, mais ils peuvent être faux, il peut y avoir l'IA peut avoir des hallucinations, il peut avoir des résultats partiels ou incomplets, ou parfois elle peut être, quand c'est de la décision entre différents de la catégorisation, elle peut avoir des doutes sur une catégorisation parce que là, simplement les entrées ne permettent pas de décider de façon fiable, où on aurait plusieurs cas qui seraient assez proches, qui fait que la confiance n'est pas totale. Donc en fait, ces indicateurs vont permettre à l'utilisateur de simplement comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qu'il fait pour pouvoir prendre les bonnes décisions derrière. Voilà, donc ce site est assez chouette, j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas encore lu tout en détail, mais je pense que tous ceux qui veulent faire de l'IA pour après interagir avec des êtres humains, ce qui est quand même un peu la finalité du chose. Ouais, merci Jérôme. Et pour continuer, dans le cadre toujours de l'IA-Gen, l'ANSSI qu'on ne présente plus, y est allé de sa recommandation pour sécuriser les systèmes à base d'intelligence artificielle générative. C'est des recommandations de sécurité pour un système d'IA générative. C'est un rapport qui est fourni par l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une agence étatique qui est en charge notamment de la sécurité de tout ce qui est administration et aussi entreprise à importance vitale. Et donc ils font un rapport d'une 30aine de pages qui contient 35 recommandations pour la sécurisation des IA. Donc le rapport je vais pas tout détailler, mais je vais donner les points essentiels. Donc déjà, le rapport rappelle le cycle de vie de fonctionnement d'IA en 3 grandes étapes, à savoir l'entraînement, ça c'est le monde des développeurs, des entraîneurs d'IA, de tout ce que vous voulez. Donc on va prendre une IA déjà pré-entraînée ou pas, on va faire de l'entraînement dessus, on pour pouvoir avoir un modèle et des paramètres. Ensuite, il y a une phase de déploiement, où c'est tout le mécanisme qui va permettre de prendre le résultat de l'entraînement et de pouvoir le déployer pour le mettre en production. Donc il y a aussi un certain nombre de contrôles, de sécurité, de vérification, de mise en conformité et autres. Et ensuite, il y a une phase de production où là, c'est le monde des utilisateurs qui vont pouvoir interroger l'IA et récupérer des résultats. Et donc ces 3 environnements sont assez différents, puisque l'entraînement va avoir l'IA va être mise en contact avec des jeux de données d'entraînement, avec des jeux de données de test éventuellement et des choses comme ça. Lors du déploiement, ça va être un peu différent, et pour la production, ça va être plutôt soit de l'interrogation par les utilisateurs uniquement, ou éventuellement il y aura un RAG ou une base vectorielle quelque part qui va fournir des éléments complémentaires. En fait, il va y avoir de l'interrogation extérieure et autres. Donc la première recommandation de l'ANSSI, c'est simplement d'intégrer la sécurité dans toutes les phases du cycle de vie du projet, parce que toutes les phases en fait sont importantes. Et il rappelle en fait après les menaces principales, donc 3 menaces principales, qui sont la manipulation. Donc c'est l'attaque par manipulation, c'est en fait un détournement du système en production avec des requêtes malveillantes. Donc l'idée c'est avec des requêtes malveillantes, on va pouvoir essayer soit de provoquer des réponses inattendues, soit provoquer des actions dangereuses, puisque si on a branché un système qui déclenche des actions à l'issue, on peut avoir des actions qui sont dangereuses, qui sont déployées, ou ça peut être aussi la volonté de faire du déni de service en fait en empêchant le service d'être rendu. Ça peut être fait de cette façon-là. Donc l'autre possibilité, c'est l'infection, l'attaque par infection. L'infection, là, ça se passe au moment de l'entraînement. Où l'attaquant va soit introduire des données erronées pour en fait amoindrir ou empêcher le fonctionnement, ou abîmer le comportement de l'IA. Il va pouvoir aussi essayer d'installer des portes dérobées, en fait des mécanismes qui vont lui permettre derrière de pouvoir agir sur l'IA qui sera en production.
Et l'autre point, c'est l'exfiltration. Donc en fait, c'est tous les mécanismes qui vont permettre de récupérer des informations de données. Donc ça peut se passer à peu près à toutes les étapes. On va parler soit de vol de données d'entraînement, en fait récupérer les données conservées dans l'entraînement. Ça peut être du vol de données complémentaires qui sont utilisées au moment de la consommation, typiquement les RAC. Vous avez la donnée qui est utilisée, qui est fournie à l'IA, qui n'a pas forcément vocation à être envoyée directement aux utilisateurs, mais qui sert à fabriquer la réponse. Et donc c'est des mécanismes qui vont être là pour essayer de récupérer ces informations-là. Ça c'était pour l'exfiltration. Oui, puis il y a aussi les informations sur le modèle lui-même, sur les paramètres du modèle. Avec des façons un peu particulières, on peut éventuellement récupérer des informations sur le modèle et sur ses paramètres. Donc, pour éviter toutes ces menaces, deuxième recommandation, c'est mener une analyse de risque avant l'entraînement sur tout le cycle. Ça, c'était la recommandation 1, tout le cycle, mais c'est surtout vraiment faire une analyse des risques. Puis qui se dépendent de tout. Notamment, il faut faire attention à vos prestataires. Les IA, souvent, il y a une partie qui est déléguée. Les gens, et c'est de plus en plus le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu une période où les gens entraînaient leurs modèles, les déployaient et en assuraient la production. Aujourd'hui, on prend des modèles tout faits, parfois déjà pré-entraînés, donc ça veut dire que toute cette phase-là, il faut qu'elle ait été faite et vous êtes susceptible d'être attaqué par vos fournisseurs, par le biais de vos fournisseurs s'il y a ça. Pareil pour le run, pareil pour toutes les étapes, pareil pour tous les systèmes qui interagissent avec l'IA. Voilà, donc l'idée c'est pas de dire qu'il faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut le prendre en compte et l'intégrer dans l'analyse de risque et s'assurer que vos prestataires eux-mêmes sont fiables et ou ont pris les mesures pour l'être. Voilà. Autre point, cloisonner les environnements. Ça, c'est un point qui est important justement pour éviter qu'il y ait des mélanges et autres. Donc, notamment, il déconseille de faire de l'entraînement en production. L'entraînement, c'est sur un environnement spécifique, c'est avec des droits d'accès spécifiques, oui, puisque en fait, sur chaque étape, on a des environnements différents, avec des contrôles d'accès différents, avec de la gestion des utilisateurs différents, qui permettent de garantir qu'on est toujours dans des bonnes conditions. Et que en fait on limite aussi le besoin d'en connaître, puisque les utilisateurs n'ont pas besoin de connaître par exemple les jeux de données d'entraînement, donc ils n'ont pas à avoir accès à ces environnements-là d'aucune force que ce soit, alors que les développeurs n'ont pas forcément besoin de connaître les données qui sont fournies au RAG, qui sont fournies en complément des prompts pour produire les réponses. Donc le cloisonnement est important. Il y a un point aussi important qui revient, c'est qu'à cause des mécanismes de regurgitation possibles, en fait, il faut considérer que le système d'IA que vous avez est aussi sensible que ces données. Donc, il est aussi sensible, le modèle lui-même est aussi sensible que les données qui ont servi à l'entraînement. Si vous l'avez entraîné avec des données sensibles, il est sensible parce qu'il est susceptible de regurgiter partiellement ou au moins partiellement une partie des données d'entraînement. Il est aussi sensible aux données complémentaires qu'on va lui fournir lors de l'interrogation et qui vont être récupérées dans votre base vectorielle. Ces données-là, en fait, donc pareil, elles doivent être filtrées par rapport à l'utilisateur qui fait la requête. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment correspondre aux besoins d'en connaître. J'aime beaucoup cette expression, je l'avais peut-être déjà entendue, mais je viens de la redécouvrir vraiment. Le besoin d'en connaître de l'utilisateur. Donc, si vous avez des données sensibles, en fait, vous n'avez pas les données systématiquement promptes, vous avez les données que pour répondre aux questions d'un utilisateur qui peut avoir accès à ces données-là. Voilà. Après, il y a d'autres éléments, et notamment un élément important, c'est limiter, voire proscrire complètement les actions automatiques qui découlent d'une réponse d'une IA. Il faut toujours avoir un contrôle humain. Vous ne donnez pas la main à Skynet.
mais vous vérifiez systématiquement parce qu'il y a des hallucinations et les actions derrière peuvent avoir des conséquences graves. Alors bien sûr, c'est toujours au regard des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences à une erreur sur votre système, à ce moment-là, vous pouvez être un peu plus laxiste, bien sûr. Mais typiquement, il y avait un film qui expliquait déjà ça dans les années 80, qui s'appelle Wargame. Vous branchez pas votre IA pour décider si vous allez lancer des missiles ou pas. Il faut qu'il y ait un contrôle humain qui se fasse sur le chemin pour vérifier que qu'il n'y a pas une hallucination ou quelque chose d'autre. À la fin du rapport, il y a un point particulier sur quelques cas, notamment sur le cas du code généré, du code source qui est produit par IA, puisque c'est un usage qui est assez courant. Et il y a un certain nombre de conseils qui sont fournis, donc notamment, et ça vient un peu avec la même idée que pas d'action automatique, c'est-à-dire on ne fait pas d'exécution de code automatiquement derrière, on ne fait pas de commit automatiquement derrière. C'est-à-dire qu'on ne l'intègre même pas dans son code source directement. Par contre, il faut de la relecture humaine, il faut éventuellement de la relecture par des outils d'analyse statiques ou pas statiques, enfin ça, il rentre pas dans le détail, mais en fait des outils qui vont pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de défaut de sécurité, en fait, principalement. On est sur un rapport axé sur la sécurité. Et il faut vérifier aussi les dépendances pour les systèmes un peu plus riches qui vont aussi créer la structure du projet, vérifier que les dépendances, par exemple, pas des CVE, des choses comme ça, parce que l'IA, elle peut ne pas être à jour sur les versions, elle peut vous introduire n'importe quoi. Normalement, un être humain est censé avoir fait ces vérifications aussi, donc là, il faut les refaire. Alors ça peut être fait par des outils jusqu'à un certain point, mais c'est une relecture humaine et un commit, en fait, le commit humain qui est important. Et puis enfin, pour tout ce qui est utilisation d'IA tierces qui sont sur l'étagère, donc ChatGPT et les autres du même genre, Copilot pour la production de code et autres, il ne faut travailler qu'avec des informations publiques ou au moins peu sensibles, à savoir aucune donnée personnelle, aucune donnée contractuelle financière, aucune donnée de sécurité, c'est-à-dire aucun mot de passe, code secret, clé de chiffrement ou des choses comme ça. Et c'est pas forcément si facile à faire en fait. Surtout si vous avez du code, vous avez des clés dans votre code de test, il faut plus le mettre dans le code de test, il faut vraiment le mettre à un endroit où ce ne sera pas envoyé à Copilot par exemple. Voilà, c'était un résumé, il y a vraiment beaucoup plus de mesures, il y a des éléments sur le run où ils expliquent aussi qu'il faut séparer l'utilisation des GPU. En fait, il faut dédier les GPU qui sont utilisés pour l'IA à l'IA et pas utiliser pour d'autres contextes. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'ils avaient l'air de dire que si vous êtes si vous maîtrisez votre système, vous pouvez utiliser même GPU pour plusieurs systèmes d'IA différents, mais par contre, il faut pas les utiliser pour d'autres types de calculs. Je pense qu'il doit y avoir des attaques par canaux cachés, des choses comme ça qui doivent être possibles. Enfin. Bon, après, on a appris récemment que les GPU n'étaient pas déterministes, alors c'est peut-être lié, c'est peut-être pas lié, je sais pas. Bon. Mais voilà, c'est un rapport intéressant. Je pense que tous ceux qui ont à cœur d'avoir des systèmes un peu sécurisés seront intéressés par le lire parce que il y a beaucoup à apprendre. C'est effectivement pour tous ceux qui vont être susceptibles d'emmener du LLM et des applications de GenAI en production. Cet aspect sécurité, à mon avis, est incontournable et c'est une saine lecture avec beaucoup de points à méditer, je pense. Pour ma part, j'aurais voulu parler d'un petit papier qui a été écrit par Julien Hureau, dont on a déjà parlé ici. Julien Hureau, c'est un Français qui est en Suisse et qui écrit sur son Substack des choses assez intéressantes. Et il fait un petit point sur les fichiers au format Parquet et est-ce qu'il faut les utiliser dans le cadre d'applications qui sont liées à de l'AI. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas le fichier Parquet, c'est un fichier format colonne où les données sont organisées par colonne plutôt que d'être organisées par ligne.
Mais par contre, les colonnes sont stockées dans ce qu'on appelle des row groups. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont pas totalement indépendantes les unes des autres. En ce sens que si vous avez une colonne qui a des données d'un volume très différent, qui a une distribution de données très différente des autres, elle risque d'impacter la vitesse avec laquelle vous allez pouvoir travailler, la performance avec laquelle vous allez pouvoir travailler sur vos fichiers Parquet. Et donc pour cette raison, utiliser des fichiers Parquet pour stocker vos données d'entraînement s'il s'agit de type très grand texte, images, vidéos ou autres, pour entraîner vos modèles d'intelligence artificielle, c'est peut-être pas une bonne idée. Et donc, pour ces raisons, est apparu assez récemment un autre format de fichier, enfin toute une autre série de formats de fichiers, dont l'un qui existe, qui est Lance, qui a été créé par LanceDB, qui est une database typiquement faite pour stocker les données sous forme de vecteurs notamment, tout ce genre de choses-là dont on a déjà longuement parlé. Et LanceDB fait que chacune des colonnes de données est stockée très indépendamment des autres. Donc, en fait, vous pouvez avoir une colonne de données numériques qui vont être très compactes en termes de stockage, et puis une colonne à côté qui va être avec des données de texte large ou d'images ou autres, et qui donc vont permettre d'avoir cette indépendance et de faire que vous ne pénalisez pas la lecture de l'une des colonnes par l'autre colonne. Donc, papier intéressant à lire si vous voulez comprendre Parquet, si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que vous ne devez pas utiliser Parquet pour faire des choses pour vos applications de GenAI. Voilà, donc c'était ma petite contribution à ce podcast qui, pour une fois, est très très court, mais on tenait quand même avec l'équipe à vous faire une petite revue de quelques news qui nous ont semblé intéressantes. Et donc, on s'est chacun de notre côté fait notre petit enregistrement qu'on a monté ensuite pour vous faire ce podcast. On espère que vous avez eu plaisir à écouter ce podcast et on vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.